Hello et salut, aujourd'hui je vous propose une émission tournée autour d'une de nos thématiques favorites, le design en version très originale et 100% française. Légère, magique et poétique, c'est la lumière selon Céline Wright. Hervé van der Straten est un artiste, un artisan et un esthète. Il partage son talent et ses goûts dans sa galerie. De plus en plus bohème, de moins en moins bourgeois, Paris 17 est le nouveau bon spot pour flâner dans la capitale. Portrait de l'agence Polite, une maison d'édition française de mobilier design qui a de la suite dans les idées. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées et design de la semaine. Un livre de recettes de tartes, oui, mais attention, l'auteur n'est pas n'importe qui. Caroline Lebar travaille aux côtés de Karl Lagerfeld depuis des années. Et le dimanche, elle fait des tartes. Les tartes graphiques aux lignes parfaites, fruits alignés. Une ode à la gourmandise et au beau. Un livre de cuisine qui change vraiment et on le veut tout de suite. La cité de la mode et du design, aussi appelée les Docks, ce vaisseau vert aux allures futuristes posé aux abords de la Seine cosmopolite et branché. Étudiants modeux, fous de restauration veggie, oiseaux de nuit hipster, les Docks rassemblent tout ce beau monde. Le lieu où il fait bon traîner sa dernière paire de baskets en vogue. L'art-thérapie est utilisée en psychothérapie ou dans les méthodes de développement personnel. Elle s'appuie sur l'écriture, le dessin, la peinture ou encore le coloriage. Parce que oui, ça déstresse alors on pique les crayons de couleur des enfants et on s'y met. Relaxant, non ? Un clavier honorable ou des chargeurs Bluetooth en marbre ou en tilleul, les jeunes designers dorés conçoivent des objets connectés dans des matières nobles. Si tout devient tactile aujourd'hui, autant que ça soit agréable au toucher. Et si en plus c'est beau à regarder, tant mieux pour les geeks. Elle a commencé à dessiner des lampes un peu par hasard. Elle ne s'est jamais arrêtée depuis. Céline Wright a succombé au charme de la lumière que ses objets modèlent avec légèreté et poésie. La lampe illumine nos intérieurs et leur donne une atmosphère particulière. Depuis l'invention de l'ampoule électrique en 1879, le monde du luminaire n'a cessé d'évoluer. Il a d'abord eu un intérêt pratique, puis un intérêt ornemental. Il peut même être une œuvre d'art. Céline Wright, designer, a fait de la lampe son métier, un peu par hasard au début. C'est une commande d'une galerie qui l'a mise sur la voie. Il m'avait fait confiance. Moi, je sortais de nulle part, j'étais très jeune, je devais avoir 24 ans. Et il m'a dit, allez-y, faites des luminaires. Elle ne se contente pas de lampes classiques. Toutes ses créations sont faites à base de papier japonais. Ce que j'aime avec le papier, c'est que c'est de la matière végétale. Le papier au Japon a quand même beaucoup plus de place. C'est un matériau plus noble, on va dire, qu'en France. Avec une feuille d'une extrême légèreté et finesse, il a une résistance énorme en fait. L'utilisation du papier donne une impression de fragilité, mais il n'en est rien. Pour chaque lampe, 6 couches de papier sont superposées, ce qui rend l'abat-jour très résistant, tout en restant léger et translucide. Et c'est ces qualités-là que j'utilise moi dans les luminaires. Voilà comment se déroule le processus. Une fois que Céline a son idée, elle la dessine puis la sculpte. De cette sculpture, elle tire un moulage qui servira de support à sa superposition de bandelettes de papier collées avec minutie, suivant une disposition bien déterminée pour qu'une fois l'ampoule allumée, un motif précis apparaisse. On laisse sécher, puis on renforce la structure, on installe les éléments électriques et on assemble. Alors Fiorica, elle est en train de faire les finitions d'une lampe qui s'appelle Palanquin Or. Et qui en fait, c'est une nouvelle technique qu'on a développée où en fait on utilise les mêmes formes en papier qu'on fait habituellement et elles ont un traitement particulier pour appliquer de la feuille de cuivre. Donc à la fin, c'est une lampe qui est complètement opaque et recouverte de feuilles de cuivre qui réfléchit la lumière. Pour la fabrication de ce modèle, il a fallu faire appel à un artisan spécialisé, un bon moyen de développer ses gammes tout en acquérant de nouveaux savoir-faire. Florivka a fait une formation là-bas et maintenant on va le reprendre en interne. Donc ça fait une nouvelle corde à notre arc. De cette manière, la transmission devient un échange et un partage d'expériences. Troisième. Et après tu en remets encore une ? Voilà, je gratte, je nettoie tout ça et puis après je remets encore. Une fois que la colle a séché, on s'attaque au démoulage.
Le papier dépasse, c'est tout ce qui est en plus qu'on découpe pour arriver à retrouver le plan de joint et être bord à bord. Il faut que ce soit bien bord à bord pour l'assemblage des coques supérieures et inférieures. En fait, tout est quand même très très artisanal, quoi. C'est très... On a très peu d'outils, tout est dans le savoir-faire. La précision du geste, quand on veut dire, mais les outils sont vraiment très très simples. Emma est en train de faire la finition aussi. Donc c'est souvent les étapes les plus compliquées, malgré les apparences, les étapes de finition. Cette étape demande en effet beaucoup de délicatesse et de précision. On met un cercle en métal à l'intérieur de la forme en papier pour rigidifier le bord, qui est un peu souple. Le résultat est aérien. Ces ovnis étranges se transforment ainsi en cocons lumineux. Céline, pourquoi ces nuages oniriques aux formes épurées ? J'aime bien ce côté très simple, d'aller à l'essentiel, de trouver des structures légères, comme les cerfs-volants par exemple, que la légèreté soit synonyme de solidité, ce qui n'est pas très occidental. Pas très occidental en effet, tout comme cette structure lumineuse mise au point pour une exposition sur les samouraïs. Mais ça nous plaît quand même bien ces lampes qui évoquent des fanions légers. Cependant, la lampe reste quelque chose de classique. J'aime bien qu'il y ait un côté très pratique et en même temps qu'il y ait une âme dans les objets, qu'il y ait une vie, que ce ne soit pas juste un objet de plus qu'on met dans une maison. J'ai envie que l'objet s'exprime un peu, mais qu'en même temps, on ne s'en lasse pas. Donc en fait, la lampe selon Céline Wright, c'est un objet délicat mais résistant, léger mais solide, pratique mais pas que. Des bijoux au mobilier, des objets précieux et toujours sculpturaux d'Hervé van der Straeten signent aussi bien une silhouette qu'un intérieur, un univers qui n'appartient qu'à lui. Designer français formé à l'école des Beaux-Arts de Paris, Hervé van der Straeten a gagné une reconnaissance internationale grâce à ses créations de mobilier, miroirs et luminaires au style percutant. De sa galerie parisienne où sont présentées ses collections, à ses ateliers où sont réalisées ses œuvres, le designer travaille quotidiennement en étroite collaboration avec ses équipes. Et là, il y aura les patins ensuite. Le travail d'Hervé van der Straeten s'exprime dans différents styles. Minimal ou monumental, épuré ou foisonnant, il réussit toujours à allier une radicale liberté de ton à une exécution d'une grande qualité. Mais comment ne pas se perdre dans autant de lignes, de formes et de styles ? Alors, le fil rouge dans mon travail, vraiment ce que l'on retrouve dans chaque pièce, c'est la notion de mouvement, la notion d'asymétrie, la notion d'équilibre, et puis une espèce certains mystères justement liés à ces déséquilibres, liés à ces intrigues un petit peu visuelles. On ne sait jamais trop comment ça tient. Donc à la fin, on est confronté à des pièces qui ont tendance à intriguer. Pour passer du dessin, de l'esquisse à la fabrication de l'objet, Hervé van der Straeten a su s'entourer du savoir-faire de différents métiers d'art pour sublimer ses créations. J'utilise énormément de différentes techniques au niveau des métiers d'art. Celles qui sont dans mes ateliers sont vraiment l'ébénisterie et un atelier de monture en bronze. Alors l'ébénisterie déjà, ça recouvre toutes sortes de savoir-faire. On a la marqueterie, la sculpture, l'ébénisterie elle-même. Après on utilise par exemple le parchemin pour gainer certains meubles, le cuir, le galuchat. Quasiment à chaque matière correspond un métier. Donc c'est une sorte de ramification de métiers qui sont utilisés. Et les intérieurs, ça va être prêt rapidement ? Juste à côté. Ils sont prêts. En fait, je suis prêt à les mettre même tout de suite si vous voulez. Ah d'accord, oui, pourquoi pas. Après, pour le bronze, c'est un petit peu la même chose. Il y a la soudure, il y a aussi la patine qui est très importante, qui colore le bronze. Voilà, donc il y a vraiment tout un panel de techniques utilisées pour ces pièces. Oui, c'est bien comme ça. J'avais peur que la pièce soit cirée.
Ah oui, non, mais là, ça... Peut-être une sorte de mordoré, vous voyez, comme des flammes. Hein. Parce que la lumière va se prendre dedans et ça va refléter, ça va être assez joli. Est-ce qu'on rajouterait pas un peu un panneau comme ça? L'une des attentions toutes particulières dans le travail du designer, c'est la confrontation des matériaux qu'il utilise pour ses œuvres. Donc à la fois des matériaux nobles et aussi de temps en temps des matériaux qui sont plus industriels. Donc en fait, il y a tout un vocabulaire très très large de matières qui se répondent les unes aux autres pour jouer des nuances, jouer des couleurs, jouer des textures et renforcer l'idée de base de chaque pièce. Oui, c'est bien qu'il y en ait des traits fins comme ça. Alors, si l'on voulait résumer le travail de ce designer, sans être réducteur et bien sûr sans faire de faute de goût en voulant le classer dans un style en particulier, que pourrait-on dire? J'ai un vocabulaire de forme assez large, c'est-à-dire que j'ai une branche, disons, qui est très géométrique, avec des choses qui sont très très nettes, avec des angles. Après, il y a aussi tout un répertoire beaucoup plus fluide, et puis il y a aussi tout un langage qui est fait à partir de répétitions et d'accumulation de façon assez aléatoire. Un autre dénominateur commun, c'est que ce sont des pièces qui sont très sculpturales, qui sont toutes, sous chacun des angles, on a une pièce qui donne quelque chose de différent à regarder. Et ça, c'est vraiment possible grâce à mes ateliers. C'est-à-dire qu'il y a une minutie et une précision d'exécution que j'obtiens grâce à cela. Hermé van der Straeten, bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes un designer pas comme les autres parce que, de toute façon, de par vos œuvres, vous êtes unique, mais parce que vous maîtrisez depuis le processus de création à la fabrication jusqu'à la distribution dans votre propre galerie, vous maîtrisez tout. Est-ce que c'est ça qui vous donne une liberté d'expression, une liberté de ton assez incroyable ? Alors probablement, ça n'a pas été une stratégie, ça n'a pas été quelque chose d'étudié, puisqu'en fait, j'ai créé mon entreprise alors que j'étais déjà étudiant aux Beaux-Arts en peinture, il y a 30 ans. Mais j'ai toujours eu l'envie de faire moi-même les choses, de toucher la matière, de la transformer, de voir comment elle évoluait. Et en fait, d'un petit atelier créé il y a 30 ans, je suis passé au travail de la matière, du bronze, du laiton. Et aujourd'hui, vous êtes 35 personnes, plus ou moins. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai 35 personnes qui s'occupent de bronze, d'ébénisterie, donc il y a des artisans, et puis aussi la gestion de la galerie. En fait, j'ai voulu ouvrir cette galerie parce que j'avais l'envie de montrer l'ensemble de mon travail. Une de mes grandes chances a été de savoir très très jeune que je voulais dessiner des meubles. Comment ça se passe? Vous êtes très libre, vous créez pour des collectionneurs, pour le Mobilier National, vous êtes aux Ardecs, tout va bien parce que vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez une commande, précisément, par exemple, pour un flacon de parfum, pour des rouges à lèvres ou autre, il y a un cahier de charges à respecter. Est-ce que ça, c'est plutôt stimulant pour vous ou c'est compliqué? Alors, en fait, donc pour les meubles, moi, je fais une exposition environ tous les 2 ans, où là, c'est vraiment une page blanche. J'essaye que ce soit un travail qui soit en évolution. Je conçois les choses comme une exposition et pas comme des collections de pièces avec du marketing ou des choses. Comme un ensemble cohérent. Vraiment comme un ensemble de pièces qui se répondent au niveau des matières, au niveau des couleurs, des textures. Et puis de là, effectivement, certaines personnes veulent des choses particulières. Voilà, ce qui est possible de le réaliser puisque j'ai mes propres ateliers. Alors vous avez le label très prisé, entreprise du patrimoine vivant. Vous travaillez avec le Mobilier National, on l'a dit, avec les Arts Déco. Est-ce que c'est une certaine fierté pour vous?
Ben oui, au fil des années, il y a toutes sortes de petites cerises sur le gâteau comme ça qui font toujours plaisir. Sont des choses que je prends personnellement pour à la fois ma création, mais ce sont des choses que je partage aussi avec toute mon équipe parce qu'en fait, je suis entouré de gens qui sont passionnés par leur métier. Et du coup, c'est vraiment un travail d'équipe qui ne serait pas possible si ce n'était pas une chaîne comme ça, très, très liée. Quand je regarde les meubles derrière vous, par exemple, ils nécessitent combien d'heures de travail? Alors certains meubles sont de vraies prouesses techniques et puis nécessitent environ 2500 heures comme ces armoires. Là, il y a vraiment tout un travail de marqueterie, de sculpture de l'ébène, le choix des matériaux. Il y a énormément d'études, rien n'est laissé au hasard. Donc c'est vraiment la conjugaison d'un dessin très très libre, puisque je n'ai aucune contrainte, et puis d'une réalisation extrêmement précise. Hervé, vous avez commencé par dessiner des bijoux. Vous le faites toujours. C'est quelque chose qui vous est cher? Alors oui, c'est un exercice de style en quelque sorte? Alors oui, parce que c'est un peu sentimental. J'ai commencé par ça. Ça me permet aussi d'explorer toutes sortes de formes sur une échelle plus petite. Et puis c'est toujours un plaisir de voir les femmes qui portent mes bijoux. C'est quelque chose de complètement différent. Les meubles sont statiques et puis les bijoux sont animés, sont des outils de séduction. Enfin c'est un autre angle. Hervé, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Paris, c'est un village, ou plutôt des villages. Dans le 17e arrondissement, il y a le nord plus bourgeois et le sud plus bohème, où nous allons maintenant pour une promenade. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, direction le 17e. Alors qu'au sud de l'arrondissement se trouvent les quartiers cossus, le nord est davantage cosmopolite. Il y a aussi le quartier des Batignolles qui a su garder son charme de petit village. Et c'est ici que Magali et son mari ont décidé d'ouvrir une galerie d'art contemporain dans un restaurant, ou plutôt un restaurant dans une galerie d'art, le Costo des Batignolles. Elle est en cuisine, lui s'occupe des œuvres. Ce lieu, c'est comme leur bébé. Ce lieu n'était même pas un restaurant. Et on a chiné de la table aux chaises en passant par la vaisselle. Toute notre vaisselle est une vaisselle dépareillée, des vieux services de grand-mère, des vieux services 70s parfois. On a aimé, nous c'est un univers qui me plaît beaucoup. Dans la cuisine ouverte, on travaille des produits frais et de saison. Des noix de Saint-Jacques au beurre noisette et fève tonka, du haddock, une bouffala avec truffes et poires nachies, ou encore une tarte au citron meringuée qui sort du four. Au Costo, on cuisine avec le cœur. Voilà, je réfléchis aux produits, je me promène, je lis, je voyage. Et c'est la cuisine que je sers est inspirée de tout cela. Côté galerie, le mari de Magali, passionné d'art contemporain, choisit les artistes qui vont être exposés. On en a quelques-uns qui sont très souvent exposés chez nous, comme William Sweetlove, Miss Mirza, Isaka. Donc ça permet d'avoir une variété d'œuvres. Vraiment, le credo, c'est que ce soit ludique. Il faut que les gens en prennent plein les yeux, que ce soit décalé, humoristique. Alors, après un bon dîner au Costo des Batignolles, il est tout à fait possible que vous repartiez avec un pingouin sous le bras. Continuons dans le bien manger avec cette boutique tout à fait insolite, au bout du champ. Ce magasin a une volonté, ramener l'agriculture paysanne directement entre nos murs parisiens. Le principe, c'est le libre service. Des dizaines de casiers sont ravitaillés chaque jour en fruits et légumes frais, parfois jus de fruits et confitures. Il suffit de sélectionner le numéro de casier choisi sur la borne, payer et le casier s'ouvre. Chaque jour, les collaborateurs d'Au bout du champ vont chercher les produits frais chez des agriculteurs partenaires situés à moins de 100 km de Paris. La récolte est récupérée vers 14h pour que les paysans puissent cueillir les produits le matin même. Ainsi, les casiers sont réassortis vers 16h pour la vente directe jusqu'au soir.
y a aussi des cagettes remplies de légumes frais à disposition. Les clients habitués en redemandent, le succès est au rendez-vous. Un peu de culture avec le musée Jean-Jacques Henner qui présente l'œuvre de ce peintre du 19e siècle. Alors que l'époque voit naître les impressionnistes, lui était un artiste académique. Au début du XXe siècle, c'est un des peintres les plus connus de son époque et les plus reproduits. S'il y a autant de faux Jean-Jacques Henner aujourd'hui sur le marché, c'est bien parce que Jean-Jacques Henner avait une renommée énorme. Enfin, on trouvait son portrait dans les tablettes de chocolat, dans les images Félix Potin. À l'époque, cet hôtel particulier appartenait au décorateur Guillaume Dubuff. Son style a été conservé comme cette mosaïque restaurée, ce plafond néo-renaissance du jardin d'hiver, ou encore ces mouches arabiées importées d'Égypte. Le musée reste fidèle au code de l'époque. On a fait faire des sondages par une restauratrice pour retrouver la couleur d'origine des murs. Donc toutes les couleurs des peintures que vous voyez là, c'est pas une fantaisie d'un muséographe, c'est vraiment la première couche de peinture en fait qu'on a pu retrouver. Et on voit que ces peintures 19e, elles fonctionnent très bien sur ce rouge par exemple. Elles sont pas faites pour être exposées sur des murs blancs. En plus d'apprécier les peintures, l'architecture du lieu sur 3 étages où l'on grimpe par des escaliers en colimaçon saura vous charmer. Une raison de plus pour aller se perdre dans ce Paris 17e. Polite, c'est le nom de cette maison d'édition de design qui a la tête bien faite et qui propose une sélection de meubles et objets pointus et complètement French touch. Polite est une maison d'édition de design lancée en 2013. À son actif des créations originales et ludiques réalisées en collaboration avec de jeunes designers. Pour son fondateur Geoffroy Berthet, le but est de promouvoir des projets qui lui plaisent et qui suivent une ligne éditoriale cohérente. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est au juste un éditeur de design? C'est comme un éditeur de livres, tout simplement. Tu reçois un projet, tu l'étudies, tu te dis est-ce que je pense qu'il va plaire, est-ce qu'il me plaît? Tu évalues techniquement s'il est faisable, tu évalues si économiquement il rentre dans des coûts accessibles à un prix public accessible. Polite signifie beau en occitan, tandis que le symbole de la marque, le trombone, est un modèle d'objet fonctionnel. En 2 mots, voilà les valeurs de la maison d'édition. Le beau et la fonction. Ça résume un petit peu l'ADN de notre marque. On doit être à 4 ou 5 designers maintenant. Et pourtant, il y a une cohérence qui se dégage de cette maison d'édition. Et ça, c'est des choix éditoriaux. Et les fruits de ces choix éditoriaux, on les retrouve en grande partie chez Maison M, une boutique de design parisienne qui compte beaucoup pour Geoffroy. Alors c'est très important pour nous comme magasin parce que c'est notre premier magasin. Maison M nous accompagne depuis le début. C'est parti pour une visite guidée. On commence par ce meuble qui est un petit peu le meuble le plus emblématique de Polite. Ça s'appelle le club Sandwich, 2 tranches de bois dans lesquelles on met ce qu'on aime, du designer Cyril Demoulin. Il est emblématique parce qu'il conjugue à la fois esthétique et fonctionnalité. Esthétique parce que ses lignes sont assez légères et simples et totalement intemporelles. Et fonctionnelle parce que grâce au jeu de Sando et grâce au module qu'on vient ajouter, on va pouvoir agencer sa propre scénographie dans le temps. Autre exemple de mobilier modulable associant esthétique et fonction ludique, le Tide4 du designer Gonzalo Campos. On peut changer de couleur juste d'un tour de main ou cacher certaines choses qu'on ne veut pas voir quand certaines personnes arrivent. Puis Polite s'est également mise à l'objet, à commencer par ces drôles de tirelires, emblèmes d'une communication décalée et de l'esprit Made in France de la maison d'édition. Nos petits gloutons, ce qui s'appelle les gloutons, sont réalisés en France comme tout notre mobilier et surtout sont en porcelaine de Limoges. On est les premiers à Limoges à faire du biscuit coloré. Fin de la visite avec des affiches pop signées les Graphiquants. Tout un panel de projets qui ont tout de suite charmé Caroline, gérante de Maison M. C'est des ovnis
Ils n'ont jamais été vus ailleurs, nulle part. Les ruches, j'ai jamais vu de tels guéridons quelque part. Et en même temps, on comprend tout de suite l'utilité qu'elles ont et on est séduit par leur esthétique. Mais avant d'en arriver à ça, il y a toute une phase d'élaboration qui associe l'éditeur et son designer. La lampe Moja est un projet en processus de finition. Geoffroy et le designer Léonard Cadid se réunissent aujourd'hui pour évoquer des détails techniques et pratiques de cet objet complexe qui associe notamment aimants, matériaux béton et LED. Moi je pense qu'on a un problème sur cette LED-là pour l'instant, c'est qu'elle chauffe trop. Ouais. Donc ça c'est sûr qu'il faut qu'on interroge le sous-traitant sur ça. Pour le designer, l'éditeur est un soutien qui dialogue avec les sous-traitants et gère l'aspect pratique et économique de l'objet. C'est surtout beaucoup de faisabilité en fait. Comment on va pouvoir arriver à faire sortir le produit à un prix que lui connaît, moi pas forcément. Tu pensais pas que les coûts pouvaient tomber aussi rapidement en série sur des découpes laser en grande quantité? Tu pensais que ça allait être trop cher? Donc ça, c'est la réflexion aussi de l'éditeur et c'est l'expérience. Et c'est ainsi que du dessin jusqu'au produit fini, l'éditeur est un catalyseur qui permet au designer de voir son projet devenir réalité. Version française est déjà finie, vous savez tout maintenant sur les nouveautés du design français. Restons chic toujours, bye.